Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où on enregistre aujourd'hui un épisode avec Laure de Préto. Bonjour Laure. Bonjour Nicolas. Alors Laure, vous êtes maîtresse de conférences en littérature française à l'Université d'Orléans et membre du laboratoire Pollen, c'est-à-dire Pouvoir, Lettres, Normes, équipe CLARES. Docteur de l'Université de Paris 8, Saint-Denis, vous avez travaillé en thèse sur les relations entre information et narration, en particulier sur les manières d'écrire le temps présent dans les lettres de Madame de Sévigné. Vous avez ensuite étendu votre champ de recherche aux séries télévisées sous l'angle des représentations de l'actualité. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez choisi cette série The Newsroom. On va en parler bientôt. Vous avez ensuite publié aux presses universitaires François Rabelais de Tours dans la collection Sérial une monographie qui est consacrée à cette série The Newsroom qui est sortie en 2016. Alors peut-être pour commencer, Laure, est-ce que vous pourriez nous présenter cette série que vous connaissez très bien? Oui, bien sûr. Merci Nicolas. Avec plaisir. Alors, quelques mots d'abord des conditions de diffusion et de la date. The Newsroom, c'est une série qui a été diffusée sur HBO entre 2012 et 2014 pendant 3 saisons pour lesquelles il y a en tout 25 épisodes avec à chaque saison un peu moins d'épisodes que la saison précédente parce que progressivement, la série s'est un peu essoufflée et a eu moins de succès aussi. Je pense que c'est pour ça que la 3e saison est plus courte. Alors, le principe de la série, c'est qu'on est dans les coulisses de la préparation des journaux télévisés présenté par Will McAvoy, qui est le personnage principal, et qui est l'anchorman. Alors, je le traduis pas parce que c'est pas exactement la même chose que notre présentateur du 20h. Il a une part plus grande d'intervention, disons, subjective. Il est à mi-chemin entre le présentateur de JT, je dirais, et ce que nous, on appelle un éditorialiste. Alors, ce Will McAvoy, il présente un programme fictif qui s'appelle Newsnight sur une chaîne qui est aussi une chaîne fictive, mais tout le reste se réfère à la fois à des chaînes et des émissions concurrentes qui existent. Donc, on va en reparler, je pense. Mais ce qui est très intéressant dans cette série, c'est le choix d'avoir inventé un JT fictif dans lequel est représentée une actualité réelle, récente. Alors, cette série, elle est centrée sur le personnage central, Will McAvoy, mais autour de lui, il y a un certain nombre de personnages, et en particulier de journalistes, la productrice de l'émission, Mackenzie, et puis le directeur des programmes d'information, Charlie Ski, et en dessous, dirigé par Will McAvoy, un certain nombre de journalistes en herbe ou de journalistes en formation. C'est aussi, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, une série qui s'intéresse à la question de la transmission de valeurs entre plusieurs générations de journalistes. Et alors, comment cette série essaye de dramatiser un petit peu la fabrique d'un journal télé? Eh bien, en instaurant un certain nombre d'obstacles. Alors, premièrement, la pression de la chaîne exercée sur le JT pour faire le plus d'audience possible. Le programme est présenté dès le début comme un programme en concurrence avec d'autres chaînes et qui n'est pas à la première position. Et puis, un deuxième obstacle qui est toute la question plus morale de l'infodivertissement et comment justement ne pas céder à la tentation un peu spectaculaire, démagogique de l'information. Alors, c'était une série très attendue parce que c'est une série, je crois que je ne l'ai pas encore dit, qui a été écrite par Aaron Sorkin, qui est vraiment un des grands noms de la série télévisée, un des premiers showrunners à s'être fait un véritable nom d'auteur. Et il était très attendu, un peu au tournant, parce qu'il est l'auteur de la grande série à la Maison-Blanche, The West Wing, qui sert vraiment aujourd'hui de référence, à la fois pour les séries politiques
et puis même aussi pour les séries sur les journalistes. Et cette série, je le dis tout de suite, The Newsroom a eu évidemment moins de succès à la fois critique et public que The West Wing. Et donc, je pense qu'il est intéressant aussi de se demander ce qu'a essayé de faire Sorkin avec The Newsroom. Est-ce qu'il a essayé de reproduire The West Wing, mais dans une autre institution? Voilà, pour dire ensuite un mot sur le type de série, le type de genre, parce que c'est toujours intéressant de se demander dans quel genre se situe une série. Alors, c'est une série qui est à la fois ce qu'on appelle les shows behind the scenes ou show about a show, c'est-à-dire en gros, il y a un effet de mise en abîme. C'est une série qui s'intéresse aux coulisses d'une institution. Et c'est aussi dans la lignée des professional dramas du type urgence pour les séries hospitalières. L'idée étant qu'on est principalement toujours sur le lieu de travail des personnages. On est assez peu dans leur intimité. Et d'ailleurs, Sorkin a toujours dit qu'il préférait les séries professionnelles. Donc voilà, on pourrait hésiter sur le classement de cette série dans l'un ou. Et puis pour dire un dernier mot sur le ton, est-ce que c'est plutôt une comédie ou plutôt un drame? Justement, là aussi, c'est un peu une série hybride qui correspond à la catégorie aux États-Unis du dramedy, qui est un mélange de drame et de comédie. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des passages burlesques, humoristiques, assez drôles, en particulier tous les moments où les personnages font des gaffes, des impairs, où il y a des ratés en direct, mais c'est aussi une série assez dramatique, évidemment, vu l'actualité représentée, et vu aussi un certain nombre de névroses du personnage principal. Alors, dernière chose, pour la présentation, ce que je trouve, moi, vraiment intéressant, et qui a été un petit peu abandonné au fur et à mesure de l'avancée des 3 saisons, c'est le choix qu'a fait Sorkin de créer une fiction qui reprenne des événements de l'actualité récente, de l'actualité américaine, mais aussi mondiale en partie. Et ce qui a été reproché à Sorkin, et on va voir que peut-être il y a un malentendu critique là-dessus, c'était d'une certaine manière d'être un peu donneur de leçons, sous-entendu, vous voyez, les journalistes, on aurait pu faire un traitement médiatique beaucoup plus digne de tel ou tel événement réel de l'actualité récente. Voilà ce qu'il aurait fallu faire. Le malentendu, il vient de là parce que Sorkin a plutôt dit pas du tout, je ne le dis pas sur le mode du reproche, mais plutôt sur le mode de l'utopie, c'est-à-dire dans un monde idéal où on arriverait à surmonter tout. Eh bien, voici l'actualité, la couverture de l'actualité dont moi, je rêve. Et puis, c'est aussi une manière d'héroïser le personnage du journaliste. Donc, voilà pourquoi moi, cette série m'a intéressée. C'est d'abord parce que je trouvais original d'incruster dans la fiction de l'actualité récente en essayant de montrer les différents traitements médiatiques auxquels cette actualité aurait pu donner lieu. Alors, j'aurais aimé maintenant, Laure, qu'on revienne sur ce personnage, j'allais dire du showrunner, Aaron Sorkin, vous l'avez dit, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, cette série, c'est pas la première qu'il produit sur le côté justement télévision. Il a déjà produit d'autres choses, même si, vous l'avez dit, il reste connu essentiellement pour The West Wing, qui est plutôt une série politique. Et c'est vrai qu'on commence à percevoir d'ailleurs dans The Newsroom son appétence à Sorkin pour tout ce qui est l'actualité récente, l'histoire récente des États-Unis, ça apparaît très bien. Et puis, j'aurais aimé en même temps, Laure, que peut-être vous nous disiez, vous avez commencé à le dire en introduction, c'est une série qui n'a pas connu un grand succès, pourtant c'est une série qui est produite par HBO, la grande plateforme de production, bien sûr connue pour Game of Thrones, mais pas que pour ces séries-là. Et justement, là, elle n'a pas rencontré le succès parce que peut-être, vous avez commencé à l'évoquer, il y a un certain classicisme qui déteint avec ce que fait d'habitude la chaîne. Or, comme on le sait, HBO étant une chaîne payante et pas un network, il y a plus de liberté de production. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur tout ça, sur vraiment à la fois ce qu'a voulu faire un petit peu Sorkin ici, et puis son manque de succès peut-être à cette série qui, comme vous l'avez dit, pourtant gagne à être connue?
Oui, alors oui, tout à fait. Alors, je vais répondre par la fin. Je remonterai à ce que vous avez dit sur la question de cette série. Avait-elle, c'est une question qui a été posée, hein, avait-elle sa place sur HBO? Alors, la critique qui a été faite, elle émane notamment d'un des scénaristes de The Wire, George Pelecanos, qui a dit, en fait, au début, il parlait d'House of Cards, et pour une toute autre raison, il s'est mis à parler de The Newsroom, et il a notamment dit que The Newsroom n'était pas une série HBO, n'avait pas sa place sur HBO, parce que, en gros, c'était pas assez bien ou pas assez innovant, disons, pour que les gens payent. Et il insiste là-dessus. Il dit, en fait, The Newsroom aurait dû être une série de network, comme The West Wing, d'ailleurs, parce que, selon lui, il y avait trop de classicisme. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est qu'évidemment, si on compare The Newsroom aux séries qui sont diffusées sur HBO à peu près en même temps, c'est-à-dire, vous l'avez cité, un Game of Thrones, 2011-2019, ou True Blood, qui est diffusé entre 2008 et 2014, ou si on pense à la série après The Wire de David Simon, Treme, 2010-2013, ou Girls en 2012-2017, on est vraiment dans des séries qui ont plus la marque de fabrique HBO. Ça, c'est vrai, parce que premièrement, Sorkin ne recherche pas particulièrement à innover en termes de construction narrative, il ne cherche pas non plus à innover en termes d'image ou d'effets spéciaux. Il n'y a pas de sexe, pas de violence dans ces séries. Alors évidemment, on peut rajouter aussi qu'il n'y a pas vraiment de cliffhanger d'une saison à l'autre. Donc on se dit, bon, finalement, qu'est-ce qui fait très HBO dans cette série? Sans compter qu'il y a aussi un générique qui est très très classique, surtout au début, dans lequel on fait un petit peu à l'ancienne, avec le nom de l'acteur qui apparaît en même temps que son visage, et le générique est très long, avec une musique très classique qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la musique de The West Wing. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment une série très classique. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'éventuellement HBO est, dans les débuts des années 2010, arrivé à ce stade de légitimité tel que, en fait, il s'offre un des grands noms de la série. Il s'offre une série Aaron Sorkin. Et donc, ça va de pair, c'est-à-dire HBO devient, d'une certaine manière, classique, elle aussi. Et puis, il y a un deuxième argument, alors là, j'y tiens davantage, qui est, à mon avis, qu'on a peut-être une vision un tout petit peu déformée de ce qui se produit et de ce qui se diffuse sur HBO, si on s'intéresse un peu aux grandes séries qui sont diffusées aussi en France via des plateformes comme OCS, qui ont quasiment tout le catalogue HBO. C'est qu'en fait, quand on regarde les programmes HBO, il y a énormément, à la même époque, de téléfilms qui sont à la fois des téléfilms politiques et sur la question journalistique. Et dans le même temps que sera diffusé The Newsroom, on a des téléfilms comme Recount, sur le recompte des votes en Floride pendant l'élection Bush-Al Gore en 2000, ou alors un téléfilm, par exemple, Too Big to Fail, qui revient sur la crise financière de 2008, ou encore Game Change, qui est un téléfilm avec Woody Harrelson et Julianne Moore qui joue Sarah Palin et qui s'interroge sur la radicalisation du Parti républicain. Donc, il me semble que si on replace dans le champ de HBO, ce n'est pas si étonnant que The Newsroom ait trouvé sa place. Et je me demande aussi si de la part d'HBO, il n'y avait pas l'idée qu'on pouvait aussi asseoir sa légitimité en prenant une série de Sorkin. Et alors, pour revenir à ce que vous disiez un peu avant, cette question du rapport entre la série et la chaîne HBO, ce qui est intéressant, je trouve, dans The Newsroom, c'est que ça fait presque trilogie. Alors, Sorkin, lui, parle quasiment de tétralogie même. C'est presque une trilogie, The Newsroom, parce que Sorkin a déjà écrit et produit 2 autres séries sur les coulisses de la télévision. Une série qui est sa première série, qui s'appelle Sports Night, avant The West Wing, qui est une série sur les coulisses d'une émission d'information sportive présentée par 2
deux anchormen, hein, joués par des acteurs qui ensuite seront beaucoup plus connus, l'un dans The Good Wife et l'autre dans Six Feet Under. Donc, il y avait déjà un premier intérêt de Sorkin pour les coulisses de la préparation d'une émission d'information sportive. Et il a fait ensuite, après The West Wing, une deuxième série, Studio 60, qui là se passait dans les coulisses d'une émission de divertissement du vendredi soir, type Saturday Night Live. Et donc, on peut voir The Newsroom finalement comme la fin de cette trilogie sur la télévision. Alors lui, il parle de tétralogie parce qu'il considère qu'il faut aussi intégrer The West Wing en considérant qu'il s'agit en fait de 4 séries sur les coulisses. Ce qu'il dit ce qu'il a dit en particulier pendant une de ses interviews et qu'il dit beaucoup quand il fait des masterclass de scénaristes, c'est que ce qui l'intéresse, lui, c'est de capter, de saisir ce qui se passe 5 minutes ou 10 minutes avant un grand discours politique ou avant le début d'un JT. Et j'ai l'impression qu'en cela, en effet, ces 4 séries constituent un ensemble assez cohérent. Laure, vous venez de l'avouer, effectivement, on est dans le cadre d'une série sur le journalisme qui essaie de saisir à la fois l'évolution de l'actualité et puis le travail des journalistes. Alors c'est quelque chose qui, que ce soit au cinéma ou dans les séries, hein, vous avez évoqué à peu près à la même période ce qu'a fait David Simon dans The Wire notamment, où une partie de la série tourne autour du journalisme. J'aimerais maintenant que vous la resituiez véritablement, cette série-là, à la fois par rapport au film, mais aussi par rapport aux séries qui ont marqué l'histoire et dont les héros, en tout cas, ont été soit des journalistes, soit véritablement des rédactions. Il y a eu beaucoup de séries là-dessus. Oui, tout à fait. Et alors, même pour élargir, avant de parler des séries, disons, quasi contemporaines de The Newsroom, qui, à la même période ou un peu avant, s'intéresse au rapport du journalisme et du pouvoir, ce que je trouve intéressant dans The Newsroom, c'est qu'il y a aussi l'inscription dans une longue tradition typiquement américaine et même typiquement hollywoodienne du newspaper film. Et ça, c'est assez visible dans certains plans que l'on retrouve dans The Newsroom qui ont l'air d'être des clins d'œil, en particulier aux comédies comme His Girl Friday, hein, mal traduit en français par La Dame du Vendredi, le film de Howard Hawks, qui se passe, alors souvent ce sont des films qui se passent plutôt dans des rédactions de journaux papier, mais il y a une sorte d'hommage qui est rendu par Sorkin à un certain nombre de ses films, et en particulier il y a certains plans de The Newsroom, ou certaines répliques même, qui sont vraiment des références à la série, au film, pardon, Les Hommes du Président, hein, le film de 76, hein, dont on a beaucoup dit qu'il avait aussi créé beaucoup de vocations de journaliste. Et puis, pour des films peut-être un peu moins connus, il y a quelques allusions aussi dans The Newsroom au film de Sidney Lumet, Network, hein, qui lui aussi commence par une diatribe en direct d'un journaliste, où il y a quelques allusions aussi à un film des années 80 qui s'appelle Broadcast News. Donc ça, je dirais que ça fait aussi partie du classicisme de Sorkin, c'est qu'un certain nombre de ses références sont plutôt des références de films. Et puis, pour ce qui concerne les séries, et en particulier les séries, vous avez mentionné The Wire, hein, qui en effet, la saison 5, d'une certaine manière, représente 2 figures de journalistes. L'un, justement, qui est prêt à tout pour obtenir un scoop, hein, je crois qu'il s'appelle Shackleton, et contre lui, justement, le fameux Gus, qui est un des héros de la saison 5, hein, Augustus Haynes, qui est vraiment l'image du journaliste idéal, intègre, qui se refusera justement à la même recherche de scoop. Ce que je trouve, disons, frappant dans The Newsroom, c'est que finalement, des séries qui sont centrées que sur une salle de rédaction, il y en a assez peu, parce que ce soit The Wire ou House of Cards ou Borgen,
finalement, ce sont toujours des séries dans lesquelles il y a des journalistes, mais ce qui compte plutôt, c'est la question du journalisme comme quatrième pouvoir ou des rapports parfois problématiques entre les hommes et les femmes politiques et les journalistes. Là, finalement, quand on s'intéresse à des séries qui ne portent que sur le journalisme, comme The Newsroom, il y en a beaucoup moins. Alors, il y en a une qui est très importante et qui a d'ailleurs été comparée, parce qu'elle est sortie à la même période, c'est la série de la BBC, The Hour, créée par Abby Morgan. Donc, pourquoi elle a été comparée à The Newsroom, cette série? Parce qu'elle se passe dans les années 50 en Angleterre, en pleine guerre froide, et là aussi, il y a le choix, premièrement, de traiter une actualité réelle dans une émission totalement fictive qui s'appelle The Hour, qui donne son nom à la série. Et il y a le choix de représenter des événements réels, comme la crise du canal de Suez, ou la répression soviétique en Hongrie, ou la menace nucléaire, dans une émission fictive dans laquelle les personnages, justement, très idéalistes, essayent de refonder un peu le journalisme. Alors, pourquoi ces deux séries ont... Ah oui, et le deuxième point commun, pardon, c'est qu'il y a une triangulation entre le présentateur, la productrice et le journaliste de terrain. Un peu les trois figures de journalistes qu'on retrouve aussi dans The Newsroom. Alors, pourquoi comparaison? Parce qu'en gros, on a dit, c'est un article très intéressant, d'ailleurs, d'un journaliste américain qui a proposé une comparaison à l'avantage de The Hour, d'ailleurs, en disant, en gros, The Hour, ça marche beaucoup mieux parce que l'idéalisme, l'héroïsation du journaliste, l'utopie, la dimension utopique, ça marche mieux dans les années 50 que si on fait ça dans les années 2010, où là, ça semble complètement anachronique. Alors, bon, je trouve ça un petit peu sévère pour ce newsroom, évidemment, je suis un peu là pour défendre The Newsroom, mais ce qui est juste, c'est que en effet, il y a une dimension, mais je pense qu'elle est complètement voulue. Il y a une dimension anachronique dans The Newsroom, c'est-à-dire qu'on a l'impression, et des gens disaient déjà ça des héros de The West Wing, on a l'impression que les personnages de Sorkin sortent pas directement des années 2010, mais peut-être sont un mélange des années 30, des années 50 et un peu des années 70. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est une série qui peut-être apparaîtra comme moins datée ou vieillira peut-être mieux. C'est pour ça que je parlais d'une sorte de classicisme avant l'heure, parce que finalement, ces héros n'appartiennent à aucune époque en particulier, mais plutôt à une vision d'une sorte d'âge d'or américain ou de ce que devrait être l'Amérique. Il y a quelque chose un peu de... C'est d'ailleurs aussi pour ça que chez Sorkin, on passe beaucoup de temps à parler des pères fondateurs, de la Constitution. Il y a quand même cette idée que, c'est d'ailleurs là-dessus qu'est construit tout le pilote de The Newsroom, l'Amérique se définit d'abord par cette volonté de toujours se refonder, se réformer et repartir un peu à zéro. Et donc, il y a un effet table rase dans The Newsroom qui est apparu comme très, très naïf, mais qui est, je pense, aussi peut-être typiquement américain. Alors, c'est aussi peut-être un effet de réception. Et en France, peut-être qu'on trouve ça facilement manichéen ou un peu naïf, mais je pense qu'il y a une dimension très sincère dans cette idée que l'histoire des États-Unis s'est écrite aussi par dépassement de certaines, enfin, l'histoire de la nouvelle frontière. En tout cas, il y a un peu de ça dans The Newsroom. Vous avez évoqué, Laure, quelque chose de très intéressant aussi, c'est que c'est une série qui s'inscrit dans une lignée d'autres séries, vous l'avez dit, ou de films d'ailleurs, et c'est une série qui est jalonnée d'hommages. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, justement, par rapport au clin d'œil, aux références que l'on voit et aux hommages dans cette série-là? Alors, il y a plusieurs types d'hommages, je dirais, dans cette série. Il y a un hommage un petit peu pour les d'histoire et puis d'histoire de la télévision américaine. Et puis, pour un deuxième public, il y a une série d'hommages qui est plutôt liée à l'histoire du cinéma hollywoodien, et en particulier de ce que Stanley Cavell a baptisé la comédie du mariage. Alors, pour donner de premiers exemples de ces hommages,
plutôt au journalisme et aux journalistes réels qui ont fait l'histoire de la télévision américaine, ça se voit d'abord dans le générique de la saison 1. Alors, ça disparaît ensuite dans les génériques de la saison 2 et 3, qui sont des génériques, je dirais, vides ou nus, en tout cas inanimés, c'est-à-dire que dans la saison 2 et 3, il n'y a plus du tout de personnages, ni de personnes réelles, ni d'images d'archives, contrairement au générique de la saison 1. Et dans la saison 1, on voit apparaître des images d'archives de journalistes très célèbres aux États-Unis. Alors, pour nous, spectateurs français, ils ne sont pas forcément immédiatement identifiables. On voit apparaître, par exemple, Murrow, Cronkite ou Huntley. Et alors, Murrow, il est un peu plus connu en France parce qu'il y a eu le film de George Clooney, Good Night and Good Luck. Mais voilà, je dirais que ça, c'est le premier hommage où, en fait, en noir et blanc, on a des images d'archives des grands journalistes. Ce qui donne un peu l'impression, puisqu'ensuite apparaissent les acteurs de la série, que cette série est un hommage aux grands journalistes américains. Et puis ensuite, tout au long des 3 saisons, les personnages se revendiquent de certains de ces journalistes qui ont, d'après Sorkin, changé la face un peu de la politique américaine ou influé sur la politique américaine. Et puis le deuxième type, et alors par contraste, du coup, il y a des hommages, mais il y a aussi des attaques très fortes contre un certain nombre d'éditorialistes conservateurs américains. Vous avez aussi dans la saison 1 des images d'archives de tous ces éditorialistes de droite et d'extrême droite qui sont parfois aussi, ont fait partie parfois du mouvement du Tea Party. Donc il y a des images d'archives où on voit Glenn Beck ou Bill O'Reilly ou le troisième nom m'échappe, c'est Rush Limbaugh. Et donc, ça fait un peu diptyque, c'est-à-dire il y a à la fois, alors c'est pour ça qu'on a dit parfois que c'était un peu manichéen, on a ceux à qui on rend hommage et puis ceux contre qui la série s'est construite. Alors ça, c'était pour, disons, les personnes réelles. Et puis ensuite, il me semble que dans la série, dans la façon même dont sont filmés les acteurs et dans certaines répliques, on peut repérer des plans que l'on reconnaît, que l'on retrouve dans des films antérieurs. Il y a, par exemple, un des journalistes, Jim, dans la saison 1, qui littéralement cite fait une citation des Hommes du Président, le film avec Dustin Hoffman et Robert Redford, qui sont les journalistes à l'origine de la révélation du Watergate. Et puis, on trouve aussi énormément de plans de l'anchorman Will McAvoy de dos, avec face aux spectateurs sa productrice, Mackenzie. Et ça, ce sont des plans que l'on a déjà dans les films que j'ai cités, Broadcast News par exemple, où il y a aussi un certain nombre de ressemblances entre Will McAvoy et le héros Howard Beale du film Network. Donc ça, je dirais que ce sont des hommages plus discrets, mais qui sont quand même assez frappants dès lors qu'on retrace un petit peu l'histoire du newspaper film et puis ensuite l'histoire des journalistes dans les séries télé et dans le cinéma, bien sûr. Et il y a une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que vraiment le couple central, Will McAvoy, Mackenzie McHale, sa productrice, sont vraiment, ce couple, il est vraiment calqué sur le modèle des couples des comédies du remariage dont parle Stanley Cavell, ou qu'on voit dans La Dame du Vendredi ou dans The Philadelphia Story ou dans d'autres films un petit peu de l'âge d'or hollywoodien. L'idée étant que ce couple a été ensemble. Quand la série débute, ils sont séparés, mais ils doivent retravailler ensemble. Et un certain nombre même de détails vestimentaires ou de tics ou de manies, de façon de parler des deux personnages rappellent un petit peu ces couples hollywoodiens dans lesquels très souvent il y avait le Cary Grant comme acteur ou quelqu'un comme Rosalind Russell pour La Dame du Vendredi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un hommage très très fort à cette comédie
assez idéaliste aussi, hein, d'ailleurs, sur à la fois les relations de couple et puis les relations de travail. Vous avez évoqué tout à l'heure dans les hommages, enfin en tout cas les références qu'il y avait, les références à certains journalistes, ou en tout cas de personnes de droite très conservatrices, voire presque d'extrême droite américaine. On voit bien dans The Newsroom lors que c'est déjà de la part de Aaron Sorkin une sorte de croisade politique, hein, véritablement, pour dénoncer certaines dérives de l'Amérique. D'ailleurs, je vous reposerai tout à l'heure en question, mais presque d'anticipation par certains aspects sur la manipulation des médias par les pouvoirs qui se passe juste après avec l'ère Trump. Mais vous avez évoqué un nom peut-être qui est peu connu en France, c'est cette fameuse Tea Party. Est-ce que vous pourriez revenir dessus et montrer comment cet événement-là est dénoncé par la série? Oui, tout à fait. Alors, je fais peut-être une petite parenthèse. On a pu dire, et par certains aspects, c'est un peu vrai, parce que c'est une série qui est très inspirée de journalistes et d'éditorialistes existants, hein, qui d'ailleurs parfois les représentent dans des mini-extraits qui sont reproduits dans la série. Hein. C'est-à-dire que les personnages regardent la télé en direct et voient un certain nombre d'éditorialistes ou d'hommes et de femmes politiques membres du Tea Party. Donc, c'est tout à fait revendiqué. On a parlé un peu d'une série à clé, c'est-à-dire en disant, eh bien, tel personnage, c'est en fait, on a beaucoup dit que Will McAvoy était très inspiré du journaliste de CBS, Dan Rather, ou de Keith Olbermann, ou d'autres journalistes. Pour ce qui concerne le Tea Party, il y a en effet une dimension, là encore, tout à fait revendiquée de croisade. C'est-à-dire que toute la saison 1, alors c'est un peu plus effacé dans les saisons 2 et 3. Alors, est-ce que ça veut dire que Sorkin a tenu compte d'un certain nombre de reproches ou pas? Mais en tout cas, dans la saison 1, il y a des passages entiers qui sont des adresses face caméra du personnage principal pendant son journal télévisé qui s'adresse au Tea Party que Will McAvoy appelle les talibans de l'Amérique. Du coup, ça provoque évidemment tout un scandale dans la chaîne, un certain nombre d'attaques, des menaces de mort, donc c'est aussi un enjeu narratif hein, pour relancer l'intrigue. Will McAvoy se retrouve menacé de mort et donc il est accompagné d'un garde du corps, ce qui permet aussi de développer un certain nombre d'intrigues secondaires. Mais la dimension croisade, elle est bien là. Et je pense qu'on peut, sans être caricatural, dire que Will McAvoy est un porte-parole de Sorkin contre le Tea Party. Alors, le mouvement du Tea Party, hein, c'est un mouvement qui a commencé à la fin des années 2000, hein, vers 2009, enfin, en 2009. Et c'est d'abord un mouvement de révolte contre la levée d'impôts fédéraux supplémentaires parce que l'administration Obama avait annoncé qu'elle viendrait en aide aux propriétaires en défaut de paiement. Et Rick Santelli, hein, qui était un chroniqueur économique, avait proposé que se tiennent des manifestations de protestation contre cette levée d'impôts. Et pourquoi Tea Party? Parce que c'était une référence à la Boston Tea Party de 1773, pendant laquelle les colons américains s'étaient révoltés contre un impôt sur le thé prélevé par l'Empire britannique. Alors, évidemment, le nom est tout à fait politiquement habile, l'idée étant de recréer des liens avec la fondation même des États-Unis et les prodromes de la Révolution américaine. Et ce qui s'est passé, alors, il y a eu un débat hein, pour savoir si le Tea Party était vraiment ce qu'on pourrait appeler un mouvement social enraciné dans une réalité ou si ça avait été une sorte de cheval de machine de guerre lancé contre Obama, hein, une opposition dans l'analyse pour savoir si le Tea Party c'était un grassroots movement ou si c'était ce qu'on a appelé un astroturf, en référence à cette pelouse artificielle qu'on utilise dans les stades. Donc l'idée c'était est-ce que en fait c'est quelque chose qu'on a créé de toutes pièces pour s'attaquer à Obama ou est-ce que ça révèle quelque chose de profond sur l'état de l'Amérique? Alors ce qui intéresse Sorkin, c'est pas tellement directement le Tea Party, c'est comment le Parti républicain a été entièrement
à un moment donné, entièrement, je dirais, influencé par le Tea Party. Et comment le Parti républicain aurait dû, d'après Sorkin, résister à cette poussée réactionnaire du Tea Party. Et une partie des épisodes montre ça, comment un certain nombre de républicains, que Sorkin appelle les républicains raisonnables, qui sont parfois appelés par leurs adversaires les rhinos, hein, les Republican in name only, eh bien, j'ai oublié comment j'ai commencé ma phrase, mais l'idée de Sorkin, c'est que les républicains raisonnables ont été éjectés par une poussée très conservatrice du Tea Party et que c'est un peu le drame du Parti républicain. Et donc, la saison 1, elle porte plutôt là-dessus, sur les métamorphoses du Parti républicain que sur le mouvement Tea Party lui-même. Et une chose que je n'ai pas dite, j'aurais peut-être dû la dire avant, c'est que le personnage principal, Will McAvoy, est tout de suite caractérisé dans la série comme un membre encarté du Parti républicain, ce qui est une façon sans doute habile pour lui permettre de critiquer son propre parti, alors qu'en général, les personnages de Sorkin sont plutôt des démocrates. Alors, si on va un peu plus loin, justement, j'aurais aimé maintenant que vous évoquiez avec nous aussi cette idée, peut-être qu'on voit dans ce journalisme de télévision, ici, dans cette série-là, qu'on voit sur aussi ce conflit de génération qu'il peut y avoir, à la fois sur la façon de travailler, puis sur la façon de faire passer les choses. On voit qu'on est dans ces années 2000-2010, véritablement autour de problématiques où l'information et la façon de la faire passer, c'est quelque chose qui est en train de devenir important et quasiment en temps réel important aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et alors ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup plus il me semble, dans la saison 3 que dans les 2 premières. C'est-à-dire que la question de la formation des journalistes, des jeunes journalistes qui arrivent dans les salles de rédaction, c'est une question qui apparaît dès la saison 1, mais qui devient un vrai sujet d'intrigue dans la saison 3, qui s'ouvre sur l'attentat lors du marathon de Boston. Et c'est dans ces premiers épisodes de la saison 3 que viennent s'opposer, disons, c'est un peu schématique, mais c'est comme ça en tout cas que ça fonctionne du point de vue de l'intrigue, viennent s'opposer des journalistes, disons, à l'ancienne, qui continuent à aller chercher leurs sources et leurs informations, soit dans les postes de police ou en interviewant les participants du marathon, en allant demander aux officiers de police présents sur place ce qui s'est passé, en faisant le tour des commissariats. Donc ça, c'est la technique qui est représentée dans le début de la saison 3, et par opposition à ce que critique beaucoup Sorkin, sans s'en cacher, le citizen journalism, et en gros tout ce qui relève de la diffusion d'informations, et beaucoup de fausses informations, via les réseaux sociaux, via le direct de Twitter et d'autres plateformes. Alors, ce que moi je trouve intéressant dans la série, c'est qu'il y a à la fois au tout début, et en particulier la première diatribe qui ouvre la série, la diatribe de Will McAvoy contre ceux qu'il appelle les millennials et ce qu'il appelle même la pire génération qui a jamais existé, ce qui a fait aussi que je pense un certain nombre de téléspectateurs se sont braqués contre cette série, où on avait l'impression un peu qu'un boomer venait faire la leçon à la jeune génération. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est que, évidemment, au fil de la série, ça se complexifie, bien entendu, parce que Will McAvoy et Charlie Skinner, qui sont les deux journalistes les plus âgés, les plus expérimentés, les plus anciens, ceux qui ont vu aussi défiler un certain nombre de présidents, sont aussi moqués et tournés en dérision par la série elle-même. Par exemple, il y a toute cette scène un peu burlesque où ils ont voulu enregistrer le patron de la chaîne pour ensuite faire un petit peu du chantage, et ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout les appareils technologiques.
Et ça va de pair avec une sorte de leçon adressée aux jeunes générations sur le fait qu'il ne faut pas céder au miroir aux alouettes et qu'il ne faut pas non plus renoncer à un certain nombre de méthodes, disons, anciennes au profit de méthodes plus instantanées. Et ce qui est très représenté dans la saison 3, c'est l'opposition dans le couple entre Jim et Hallie, qui sont deux jeunes journalistes, et ils sont là un peu pour représenter ces deux tendances fortes du journalisme, la tendance à vouloir maintenir un certain nombre de méthodes qui ont fait leurs preuves, et puis un attrait très fort pour les nouvelles technologies. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la mise en scène du débat. Hein. Et d'ailleurs, dans toutes les séries de Sorkin, c'est vraiment ça le plus intéressant, c'est que les personnages passent leur temps à débattre. Ce sont vraiment des séries qui sont fondées sur des échanges rhétoriques et il n'y a pas tellement, on sent bien où va le cœur de Sorkin, mais il me semble que comme téléspectateur, on peut tout à fait soutenir d'autres positions et on peut. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est souvent les débats entre les personnages sur ce que c'est que l'éthique journalistique, comment faire un usage raisonné de Twitter ou encore une fois d'un certain nombre d'autres réseaux qui sont utilisés en direct par les journalistes. Ce qui est vrai, c'est que Sorkin met en garde un peu dans la série contre le risque d'un certain nombre de fake news liés à l'instantanéité du journalisme qui s'appuie uniquement sur les témoignages en direct de tous ceux qui possèdent un téléphone portable. Ça, c'est vrai qu'il y a un peu une mise en garde qui est très nette dans la saison 3. Oui, effectivement, ça se perçoit très très bien et on voit, comme je le disais tout à l'heure, là une sorte d'anticipation de ce que va être l'ère Trump, l'ère d'un président finalement qui communique quasiment en direct via Twitter et non plus via son service de presse. Là aussi, on voit bien que Sorkin avait, on ne va pas dire peut-être pressenti, mais en tout cas, a bien observé les changements qu'il y a eu dans le milieu journalistique télévision. C'est important que vous le redisiez parce que l'information se fait désormais de plus en plus en direct. Et ça, c'est quelque chose là-dessus qui est très important parce que quelque part, il dénonce une dérive américaine qui s'est, malheureusement, on va dire en tout cas, réalisée avec l'élection de Donald Trump. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, ce qui était beaucoup représenté dans The West Wing, c'était à la Maison Blanche, c'était toutes ces séquences dans lesquelles on était avec la porte-parole de la Maison Blanche face aux journalistes. Et ça, c'est quelque chose dont on a totalement perdu l'habitude sous la présidence Trump. Et d'une certaine manière, The Newsroom, c'est ce moment charnière où j'ai l'impression, j'ai le sentiment que Sorkin a bien vu qu'il allait être difficile maintenant de continuer à représenter des journalistes en relation avec le pouvoir dans les phases à l'ancienne. Et que d'un point de vue de construction d'une intrigue ou de construction d'une fiction, ça allait devenir compliqué de mettre en scène les échanges via des réseaux sociaux et la diffusion d'une rumeur, par exemple, ou la diffusion d'une fausse information. Et je trouve que même d'un point de vue dramatique, d'un point de vue de construction de l'histoire, dans la saison 3, il y a quelque chose comme un doute qui apparaît chez le scénariste Sorkin sur en fait, il va falloir que j'apprenne, moi, à écrire autrement que ce que j'écrivais dans The West Wing pour représenter les relations journalistes et président, par exemple, ou journalistes, et députés ou sénateurs. Et je trouve que ça, on le voit assez bien dans The Newsroom et que ça fait un des intérêts de la série aussi. C'est qu'au fur et à mesure que la série avance, on a de plus en plus l'impression d'un huis clos, comme si les journalistes allaient de plus en plus rester dans leur salle de rédaction.
Vous avez dit en introduction, The Newsroom, c'est un workplace show, c'est-à-dire véritablement une série qui a pour cadre le lieu de travail. Alors justement, Sorkin pose aussi là une question très importante, c'est que dans ce genre de métier-là, quelle est la frontière véritablement, Laure, entre public et privé? Qu'est-ce qui est représenté? Et ça, c'est très très bien même filmé par la caméra, parce que justement, on voit bien que les deux s'entremêlent pour ces personnages et qui sont presque, j'allais dire, totalement public. Oui, alors ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment réussi dans la série, c'est qu'il y a une réflexion, surtout dans la saison 1, sur ce qui doit ne pas être diffusé comme information parce que relevant de la sphère du privé et ce qui est de notoriété publique. Et dans le même temps, c'est ça que je trouve intéressant dans la tension dramatique qui est créée, et dans le même temps, on a des journalistes et des personnages qui, en raison de leurs aventures et de ce qui arrive dans la vie privée, travaillent de telle ou telle manière. Pour le dire simplement, on se rend compte dans la saison 1 que les intrigues amoureuses ont eu, et surtout dans la saison 2, ont eu et auront une influence sur les ratés de l'information. C'est-à-dire, en gros, les personnages échouent professionnellement à faire ce qu'ils souhaitent parce que un certain nombre d'échecs amoureux, de couples, de problèmes relationnels viennent interférer sur le travail. Donc, il y a un effet un peu comique, je pense, ou burlesque, en tout cas, sur le fait que ce sont tous les personnages clament leur attachement à la frontière public-privé, et la série montre en permanence que publiquement, ils sont un peu tributaires de leur vie privée. Ça, c'est la première chose que je trouve vraiment réussie dans la série. Et il y en a une autre que je trouve très intéressante aussi, c'est qu'on a le sentiment que Sorkin s'est dit « je vais intégrer un peu de scènes à domicile ou de scènes filmées dans l'intimité, contrairement à ce qu'il faisait dans The West Wing ou dans ces séries précédentes où en fait on voyait même, je pense, quasiment jamais les appartements des personnages. Hein. On était vraiment tout le temps à la Maison Blanche ou alors tout le temps dans les studios télé. Et là, on a le sentiment que Sorkin s'est dit je vais peut-être innover un petit peu et on va voir les personnages chez eux. Alors, c'est le cas pour Will McAvoy, c'est le cas dans les appartements de deux journalistes, hein, Jim et Don. On voit quelquefois leurs intérieurs, mais là aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que ils sont dans leur vie privée, mais ils sont quand même toujours en train de travailler. Et l'appartement de Will ressemble en fait à une salle de rédaction, c'est-à-dire en gros, tout est vide, il n'y a rien chez lui, si ce n'est plein d'écrans de télévision. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant à analyser parce que on a le sentiment qu'il a voulu ouvrir un peu le workplace show à une dimension intime, mais comme on ne se refait pas totalement, la dimension intime, en fait, elle est totalement remplie par l'éthique professionnelle et le besoin de travailler tout le temps. Et d'ailleurs, les personnages sont des personnages qui travaillent tout le temps, qui ne savent pas s'arrêter. Donc, même leur intérieur est un intérieur de travail. Donc ça, je trouve que c'était assez frappant. Si on regarde vraiment toutes les scènes d'intérieur, dans les maisons, dans les appartements ou les maisons des personnages, ils sont tout le temps en train de travailler et le décor est vraiment nu comme un décor de salle de rédaction. En conclusion, Laure, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement sur cette série? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Vous l'avez dit, hein, une série peut-être qui est passée à côté du succès, en tout cas d'estime, mais aussi du succès du public. Mais finalement, vous avez évoqué une série qui ne vieillit pas. Donc, il y a quand même, vous l'avez dit tout au long de cette émission, beaucoup de choses positives à y voir dedans. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Qu'est-ce que j'en retiens il me semble que cette série contient elle-même son propre mode de lecture ou sa propre grille de lecture, et je pense que cette grille de lecture est un peu passée inaperçue et a donné lieu à des malentendus. Je m'explique. Dans le premier épisode, hein, dans le pilote et dans le dernier épisode, dans l'épisode 6 de la saison 3,
il y a une référence omniprésente à la figure de Don Quichotte. Alors, dans l'épisode 1, c'est par le biais d'une référence à la comédie musicale qui a été tirée du livre de Cervantes. Et dans le dernier épisode de la série, c'est montré via un gros plan qui est fait sur le livre, le roman de Cervantes, qui est offert à Mackenzie McHale par Charlie Skinner. Et en fait, c'est un flashback et on voit que dans ce dernier épisode, on voit ce qui précède le pilote. C'est-à-dire, en gros, la boucle est bouclée, on est revenu au début ou à l'avant-début. Et je trouve que cette figure de Don Quichotte, on n'a peut-être pas assez vu ou pas assez dit que ça servait de clé de compréhension à toute la série. C'est-à-dire que c'est à la fois la pleine conscience d'un projet totalement utopique et un peu fou, de faire la meilleure information possible dans un univers vraiment hostile, avec des personnages qui restent naïfs, utopiques et confiants, dans un monde qui ne l'est pas du tout. Et donc, je pense que si on entend bien ce que veut dire Sorkin avec son image de Don Quichotte, on ne peut pas reprocher à la série d'être ni donneuse de leçons, ni manichéenne, parce que c'est la figure même de Don Quichotte qui tient ensemble, je pense, à la fois utopie, idéalisme et sentiment du burlesque ou du ridicule même de l'entreprise. Et je pense que si on comprend ça, on comprend que la série n'est pas du tout aussi univoque qu'on a voulu le dire. Merci Laure de Préto pour cette présentation de cette série HBO, donc The Newsroom, que vous avez d'ailleurs, on l'a dit en introduction, largement étudié dans la collection Serial, donc des presses universitaires François Rabelais de Tours, qui sont aussi nos partenaires pour l'émission. Voilà, donc je renvoie les auditeurs et auditrices, s'ils veulent en savoir plus, à votre livre que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Vous avez fourni aussi, Laure, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com, sur laquelle les auditeurs et les auditrices pourront aller se plonger pour approfondir à la fois la série, le contexte et puis tout ce qui est autour de ce milieu-là du journalisme. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le @histoiresérie, si vous voulez avoir notre actualité et participer avec nous, communiquer, échanger sur le groupe Facebook de l'émission Histoire en série. Je vous recommande de vous y abonner pour là aussi avoir quasiment en temps réel toutes nos actualités de parution et d'enregistrement. Notre partenaire nonfiction.fr diffuse aussi en temps réel, j'allais dire, les dernières diffusions de l'émission que l'on peut retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast, sur Spotify et sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Laure, et à vous dire peut-être à bientôt pour une nouvelle émission. Merci à vous, Nicolas Charles, et à bientôt, j'espère. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger animal.